à Bordeaux, donc on a eu 2 jours et demi de repos, on enchaîne tout de suite. Je vous l'avoue, là, c'est particulièrement difficile de se rendre compte de ce qu'on vient de faire, parce que je reviens sur cette image de concentration. On était tellement à fond dans nos objectifs et dans la densité, parce que c'était une journée qui était extrêmement dense, qu'on n'avait pas le temps de réaliser ce qu'on faisait. En réalité, quand on lisait les commentaires sur les réseaux sociaux sur ce qu'on faisait, et là, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont soutenus de loin ou de près, et tous ces messages qu'on a eu sur les réseaux sociaux. Sachez que là-bas, ça fait énormément de bien de se sentir dans ce travail d'ambassadeur. C'est quelque chose de très nouveau pour nous. Et se sentir aussi. Ça m'a plu ça. Pero comiendo normal, Allá una cosa, y nos ha salido muy Florian est loin, il a pas maintenant. Oui, c'est ça qui est bien. Ils reviendront, tu vois. Et j'espère qu'ils vont donner envie à Alexis. Je vais l'appeler, Alexis. Mais sinon, chérie, tu appelleras à Aurélia, demande-lui. Arrête, Alexis. Tu entends? Tu l'enlèves pas le truc. Mais si, ça va s'entendre. Mais c'est bon. Je vais pas dire tous les ambassadeurs, parce que tous les ambassadeurs n'ont pas d'aéronef toujours bleu, blanc, rouge. Hein. Je pense au Couteau Delta notamment, ou au Alpha Jet au display. Mais bien sûr, ce sont les couleurs nationales, ce sont aussi les couleurs de l'armée de l'air. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Donc là, actuellement, les quatre sont en train de s'accrocher les uns aux autres pour former une colonne, ils s'empilent, on appelle ça un sac. Voilà, donc il y a le pilote qui est tout en haut, qui a accroché, qui a mis ses pieds dans le piston de son camarade, et ainsi de suite jusqu'au bas. Voilà, petite évolution, on fait un virage, on passe vent-arrière, si vous pouvez distinguer le numéro 4, le fermeur tout en bas, a déployé le drapeau tricolore. Voilà, séparation, on a double sac à deux. Vous voyez l'harmonie de ce genre de saut, on n'a pas souvent l'habitude de voir du vol contact. En général, on voit des petits points qui sautent d'un aéronef et puis au bout d'un moment, on ouvre le parachute. Ce qui vient de se passer avec notre spécialiste de la précision d'atterrissage qui se retrouve tout seul en bas.
Voilà, il vient s'axer sur le terrain et déploiera son drapeau quand il estimera le bon moment pour préparer après son pose. Et voilà, on a le deuxième drapeau qui était déployé et c'est parti. L'enroulé d'un double stack à 2. Et voilà notre Béatrice qui se fait descendre, hein, vous voyez, c'est très dirigeable. Alors comment est constitué le parachute? On a l'impression de voir plusieurs fosses où l'air rentre dedans, comment ça se passe? En fait, un parachute, c'est communal, hein, il y a, on va dire, deux grosses parties horizontales qui sont non pas cousues les unes avec les autres, mais qui vont former un volume d'air entre les deux couches et avec des séparations qu'on nomme des caissons qui vont venir, qui sont verticales, elles, ces séparations, et qui vont venir intégrer l'air à l'intérieur et rendre de plus en plus rigide la voile. Donc après, tout ceci est relié à des suspentes, on appelle ça un cône de suspension. Ensuite, il y a des élévateurs et le sac harnais. Donc le parachutiste a des commandes, donc il est capable de jouer sur l'arrière de la voile. Vous voyez, il a 3 brins à droite, 3 brins à gauche. Et quand il tire, eh bien, quand on tire à droite, ça tourne à droite, et quand on tire à gauche, ça tourne à gauche. C'est un peu le manche du pilote. Alors on remarque bien que la voile elle avance beaucoup moins vite face au vent. Voilà, il y a un phénomène qui s'explique très simplement, hein. La voile a une vitesse propre, et après cette vitesse est accélérée ou ralentie par le vent qu'il vienne de face ou de dos. Qui volent la même année. Au fil du temps, eh bien, ces avions ont gagné en confiance, ils sont de plus en plus fiables. La version B donc, est dotée d'un moteur plus puissant de 105 chevaux qui voit naissance en 1936 et elle entra en service dans la Luft Waffe qui ont reçu 1700 exemplaires. Avant-guerre, il fut vendu à la Yougoslavie qui reçoit pas moins que 400 exemplaires. Il y a l'Afrique du Sud, la Bulgarie, 15 exemplaires, la Grèce, la Hongrie et la Roumanie. Les Pays-Bas en acquièrent un exemplaire très probablement pour une évaluation. Et il est construit donc sous licence en Suisse. Dernier en construit 88 sur 94 en Espagne, 530 en Tchécoslovaquie, 131. Bon nombre donc, de ces appareils ont été construits. Pendant la guerre, il servira dans toutes les écoles de la Luftwaffe, participera même à des missions de harcèlement nocturne à l'image des sorcières de la nuit et équipera notamment la Nachagruppen, la 12, la 11. Le Japon fera de même avec Sekai 86 en 1945. La production en série donc, fut confiée à la firme Tchécoslovaque Aero qui le construit sous désignation du C4. Il fut utilisé donc pendant la guerre par la Croatie. Il continua à être produit après la guerre en Espagne jusqu'au début des années 60 et en Tchécoslovaquie sous la désignation donc de C104 avec un moteur encore plus puissant. La Suisse la conserva même jusqu'en 1971. Il est fait d'état d'utilisation par la Finlande, l'Israël, mais ce n'est pas confirmé. Les gouvernements espagnols, suisses et tchécoslovaques vont dire leur Youngman sur le marché civil dans les années 60-70, apprécié pour ses qualités de vol et sa maintenance très facile
Il eut un tel succès qu'il fut remis en production en 1994 et c'est la firme Casa qui produit 21 BT donc 131. Le BU 131 fut le dernier biplan biplace d'entraînement construit en Allemagne et aujourd'hui donc plus de 5000 exemplaires fut construit, 3000 en Allemagne et 200, un peu plus de 200 donc ont survécu. La plupart équipés donc de moteurs de 150 HP ou des O360 180 HP. Voilà. Tout ça donc pour vous montrer que cet appareil est très très fiable. Hein. Il faut rappeler au décollage avait quelques caractéristiques techniques connues pour ce succès. Facilité donc de former les pilotes. Modèle très impressionnant. Au pilotage de cet appareil, il s'agit de Gilles Tatry, il est toulousain, 58 ans, 16 000 heures de vol. Il est ingénieur à l'aérospatiale et pilote chez Air France depuis plusieurs années. Et maintenant il est commandant de bord donc, sur 777, instructeur et examinateur. Comment ça se passe au quotidien? Donc au quotidien, donc non, le rythme de travail est différent. Les horaires sont aménagés, on travaille un peu plus tôt le matin, finit un peu plus tôt le soir. C'est les conditions climatiques aussi qui jouent. Après, le travail est différent, il faut s'adapter aux conditions hors métropole. Tout n'est pas comme en métropole, il y a beaucoup moins de facilité à avoir l'information à droite à gauche sur le travail. Ils vont s'adapter aussi au poste de travail, on connaît personne. J'étais seule en secrétariat, donc trouver les bons contacts. Alors pour être opérationnel dès le début, je comprends bien, et mettre un fond sur sa mission dès qu'on arrive. Oui, on a un parrainage, bon, la personne qui est juste avant reste une matinée avec nous, donc on prend toutes les consignes en une matinée, donc après l'unité est contre nous, pour eux il y a un secrétariat qui se relève tous les 4 mois pour que la mission continue, il ne faut pas perdre de temps et prendre les consignes assez rapidement et assimiler assez rapidement pour éviter à faire pour pas mettre en péril les missions de nuit. Ce sera à refaire pour monter tout de suite dans l'avion? Ah oui, carrément. Je me suis développée d'un point de vue professionnel, on acquiert de nombreuses connaissances, et puis d'un point de vue personnel aussi, se retrouver tout seul dans un endroit où on ne connaît pas, on est obligé de s'adapter et puis faire des rencontres. Il y a un peu d'une aventure. Oui, oui, mais surtout la bien, on a pu, à part le travail, profiter aussi de certaines occasions pour partir avec les unités comme le P, les stations de protection, faire des carrés dans la forêt, voir un peu leur mission au quotidien. Ça aussi, c'est super enrichissant, voir les gros de la nature, hormis celui-ci, etc. Et alors comment ça se passe pour une secrétaire comme vous pour partir à l'étranger? On est désigné, est-ce que c'est sur du volontariat? On a un budget, à remplir tous les ans, donc dans lequel on met des compétences. Ensuite, ce budget il est envoyé à la DRHA, donc direction de l'univers, qui étudie en fonction des postes les compétences de chacun et propose ensuite un détachement de tel ou tel pays. Au commandement d'unité qui accepte ou pas de nous laisser partir, ensuite on nous propose généralement le volontaire partir c'est pour l'unité. Concrètement, si on écoute bien tout ce que vous nous avez dit, il n'y a pas que les gens des escadrons de protection ou les pilotes qui peuvent partir à l'étranger. Dans l'armée de l'air, c'est ouvert à toutes les spécialités. Tout le monde peut partir en mission à l'étranger s'il est volontaire. Oui, bien sûr, de toute façon, on a besoin de tout le monde, que ce soit en métropole ou hors métropole, il y a besoin de tous les corps de spécialité. Et en fonction des postes, il y a des postes permanents qui sont de 3 ans, et il y a des postes qui sont 4 mois comme moi, un peu sur le CD. Bien sûr, on a besoin de tout le monde dans tout le terrain, les armées, intérieures, secrétaires, etc. Tout le monde peut partir. Au moment qu'il est volontaire, tout le monde peut partir. Voilà donc mon premier OPEX. Alors que vous voyez évoluer devant vous cet appareil construit à plus de 10 000 exemplaires. Il s'agit donc
Du Stearman BT-17, une restauration donc complète a été faite sur cet appareil pour lui donner ses couleurs d'origine Army. Le bleu et le jaune, voilà, initialement les Boeing Stearman ont servi comme avion d'entraînement pour l'armée de l'air américaine. Les avions ont une excellente maniabilité, à basse altitude de ce fait, bien sûr très apprécié notamment en agriculture. Après avoir servi comme traîneur, ils sont devenus top de star. Côté technique, eh bien, la structure des ailes est en bois, le fuselage est en aluminium, tout étant recouvert de voile. L'avion, eh bien, pour ce meeting, il s'agit du Stearman, construit en 1942. Regardez cet appareil, alors qu'on voit le battement d'aile comme on voit sur tous les meetings lors d'une fin de démonstration. Là, sur les meetings, généralement, les pilotes montrent ces appareils et réalisent des évolutions d'une dizaine de minutes aussi, et tout ceci est orchestré par un directeur des vols. Le directeur des vols aujourd'hui, c'est Daniel Minard et son équipe avec le directeur des vols adjoint, qui donc permettent à tous ces avions d'évoluer les uns après de meeting avec les avions type. Là, nous reviendrons donc au terme de ces présentations sur une partie un petit peu plus dynamique avec de la voltige.